J'invite la Dr Arbour à venir nous présenter. Merci. Alors bonjour, bon après-midi tout le monde. Alors c'est un grand plaisir pour moi d'être ici cet après-midi et vous allez voir que mon collègue Serge Rivet et moi-même, on va tenter de notre mieux de vous expliquer un peu l'état des connaissances en ce moment sur cette maladie-là qui est la sclérose en plaques. Bien entendu, c'est une maladie complexe et comme nos collègues l'ont mentionné cet avant-midi, malheureusement, on n'en connaît pas les causes exactes. Alors, tout d'abord, quel est le système nerveux central? Donc, on va commencer à la base. Donc, quels sont les joueurs principaux? Bien entendu, les cellules les plus importantes de notre système nerveux central, ce sont les neurones. Ce sont vraiment les cellules qui transmettent l'information. C'est les cellules qui sont au cœur, vraiment qui jouent le rôle le plus important. Ce qui est important de se rappeler dans le contexte d'une pathologie, c'est que ce sont des cellules qui ont un remplacement presque inexistant. Donc, si vous avez un neurone qui est endommagé, qui est tué, la probabilité que ce neurone-là pourrait être remplacé est presque inexistante. Contrairement, si vous avez une infection des voies respiratoires, toutes les cellules épithéliales de vos voies respiratoires peuvent être remplacées très facilement. Donc, se rappeler de ça, le neurone ne peut pratiquement pas être remplacé. La cellule dont vous entendez beaucoup parler en sclérose en plaques, bien entendu, ce sont les oligodendrocytes. Ce sont des cellules qui produisent la gaine de myéline. Donc, quelle est la gaine de myéline? C'est comme finalement, c'est une enveloppe autour des axones qui permet à l'influx nerveux de voyager de façon efficace. C'est un peu comme l'espèce de tube que vous avez autour de votre fil électrique. C'est pour permettre à l'électricité de passer le plus rapidement, le plus facilement possible. Pour vous donner un exemple, un axone qui n'est pas myélinisé, la vitesse de transmission est à peu près de 0,5 mètres à la seconde, alors qu'une axone qui serait hautement myélinisée, par exemple celle du nerf optique, peut monter à une vitesse de 120 mètres à la seconde. L'autre cellule qui est importante dans le système nerveux central, qui est très abondante, ce sont les astrocytes. Ce sont vraiment les cellules qui supportent principalement les neurones, mais aussi beaucoup d'autres cellules. Ce sont des cellules en anglais, on dit les housekeeping, donc c'est des cellules qui font le ménage, qui font l'entretien, qui sont là pour régler, finalement, s'assurer que les neurones sont dans un bon environnement. Mais de plus en plus, on se rend compte que ces cellules-là ont beaucoup d'autres rôles à jouer, entre autres au niveau des réponses immunes. Et finalement, les cellules microgliales, c'est vraiment des petites cellules qui jouent un rôle qui est finalement de première défense. Ce sont des cellules immunes qui sont résidentes du système nerveux central, qui sont toujours présentes et qui sont capables de réagir très, très, très rapidement à des insultes que votre système nerveux central auxquelles il pourrait être exposé. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les macrophages du système nerveux central. Qu'est-ce qui se passe en sclérose en plaques? Donc, vous avez encore donc, la cellule mauve qui a des grandes branches. Vous avez mon neurone ici. Malheureusement, je pense que je n'ai pas de pointeur. Et vous avez la cellule bleue qui produit la gaine de myéline qui enrobe l'axone. Donc, comme vous voyez, qui peut permettre justement à l'influx nerveux de bien passer. Donc, encore un peu des chiffres pour vous donner une idée à quoi sert votre système nerveux central. Donc, on parle qu'il y aura entre 10 et 100 milliards de neurones dans le système nerveux central humain et que chaque neurone a des connexions avec plus qu'une centaine d'autres. Donc, c'est un réseau très, très, très complexe. L'oligodendrocyte, comme je vous disais, myélinise beaucoup d'axones. Puis, je vous ai mis ici les vitesses en km/h, parce qu'en mètres par seconde, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent peut-être les valeurs. Donc, 1,8 km/h, alors que si vous avez une gaine de myéline qui est hautement myélinisée, vous pouvez passer à 432 km/h. Donc, je pense que les chiffres sont encore plus visibles. Qu'est-ce qui se passe chez les patients de sclérose en plaques? Vous avez encore mon petit neurone ici, et puis vous avez la gaine de myéline qui est produite par l'oligodendrocyte. Ce qu'on voit, c'est que la gaine de myéline est détruite et qu'il y a aussi la fibre nerveuse, donc les axones des neurones, qui sont aussi affectés, qui peuvent se retrouver dénudés et encore qui peuvent devenir sectionnés. La grosse question, qu'est-ce qui cause la sclérose en plaques? Quel est l'élément initiateur? Quelle est finalement l'étincelle qui fait en sorte que les dommages commencent à se produire? Encore, en 2014, je peux vous dire que la communauté scientifique se pose des questions à savoir est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que finalement c'est le dommage dans le tissu originellement dans le système nerveux central qui fait en sorte que ça déclenche la maladie? Ou est-ce que c'est d'abord et avant tout une attaque du système immunitaire? Donc, en anglais, on appelle le inside-out ou le outside-in modèle. Donc, des modèles soit qui commencent de l'extérieur du cerveau ou soit qui commencent à l'intérieur du cerveau. Donc, imaginez en haut de ma diapo, vous avez imaginé qu'il y aurait quelque chose qui causerait un dommage axonal, qui ferait en sorte que vous auriez une dégénération, un dommage des débris, finalement, qui se retrouveraient être présents dans le système nerveux central parce que des axones et les oligodendrocytes peuvent être morts. Ces débris-là vont attirer les cellules du système immunitaire, les microglies, les macrophages et d'autres cellules à aller sur place pour dire il faut aller faire le ménage, il y a des signaux de danger parce qu'il y a eu des dommages. Et finalement, ça pourrait activer le système immunitaire qui va perpétuer les dommages.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle qui commence à l'intérieur, puis que finalement, ça appelle le système immunitaire pour dire « Oups, il y a un problème ici, il y a des drapeaux rouges qui se lèvent et les cellules immunes rentrent et continuent à participer au processus de la maladie. » L'autre modèle, c'est que finalement, ce serait à l'extérieur du système nerveux central, donc des cellules du système immunitaire deviendraient activées de façon aberrante. Et ces cellules-là, une fois qu'elles sont activées, elles vont partir à la chasse partout dans le corps de la personne pour trouver à quel endroit l'antigène pour lequel elles sont spécifiques, elles vont commencer à attaquer. Donc, si elles trouvent qu'elles peuvent reconnaître la myéline, elles vont commencer à attaquer la myéline. Elles vont rentrer dans les poumons, il ne va rien se passer, mais lorsqu'elles vont rentrer dans le système nerveux central, elles vont voir la myéline, elles reconnaissent la myéline et à ce moment-là, elles peuvent commencer à faire l'attaque. Donc, en 2014, l'élément initiateur, la cause, est encore inconnu. Et on pourra en discuter tout à l'heure, ensuite, à une des questions de ce matin, entre la forme primaire progressive et entre la forme rémitante ou la forme cyclique. On peut penser aussi peut-être que des mécanismes initiateurs qui perpétuent la maladie pourraient aussi être différents. Vous avez entendu parler aussi ce matin par ma collègue de facteurs environnementaux, de facteurs épidémiologiques qui pourraient entrer en compte. Il y a aussi Dr. Grandmaison que vous avez mentionné que oui, les facteurs génétiques jouent un rôle, mais il semblerait que les facteurs environnementaux sont plus importants. Comment on peut s'expliquer finalement qu'il y a une combinaison des deux, que des gènes et des facteurs environnementaux peuvent induire la maladie? Donc, vous avez ici une image qui représente, imaginez que l'individu A, donc le premier en bas que vous avez, est un individu qui ne possède pas le bagage génétique qui prédispose à la sclérose en plaques. C'est un individu qui va être exposé à toutes sortes de facteurs environnementaux. Les petites éclairs roses, ce sont des facteurs environnementaux. Donc, cette personne-là, même s'est exposée à une dizaine de facteurs environnementaux qui pourraient potentiellement être impliqués dans la sclérose en plaques, ne développera jamais la maladie. Ensuite, vous avez deux individus, l'individu B1 et B2. Imaginez que ce sont des jumeaux identiques, donc leur bagage génétique est pratiquement identique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si l'individu B1 est exposé à quelques facteurs environnementaux, cette personne-là ne développera pas la sclérose en plaques. Par contre, on connaît des exemples où finalement, quand on regarde des jumeaux identiques, un des membres du couple de jumeaux identiques à la sclérose en plaques, l'autre n'a pas la maladie, mais par contre, il démontre parfois des signes aussi en résonance magnétique. Il y a peut-être eu des lésions, mais il n'y a pas de symptômes cliniques. Donc, c'est un patient qui ne développera pas la maladie de façon totale. Donc, le patient B2, malheureusement, a les deux. A les facteurs génétiques qui font en sorte qu'il est prédisposé à développer la maladie et cette personne-là a été exposée à plusieurs facteurs environnementaux qui font en sorte que la balance, la régulation du système immunitaire n'est pas suffisante et finalement, la maladie se déclenche. Donc, qu'est-ce qu'on sait en 2014 sur les facteurs, sur les gènes et sur l'environnement qui seraient impliqués? Donc, dans les facteurs génétiques, ce qu'on s'est rendu compte, il y a eu des études très, très larges en génétique en sclérose en plaques et on a comparé la sclérose en plaques à d'autres maladies, soit des maladies neurologiques ou des maladies, partiellement des maladies auto-immunes. Donc, on parle entre autres ici du diabète juvénile, du lupus, l'arthrite rhumatoïde et on s'est rendu compte que toutes ces maladies-là ne sont pas monogénétiques. Il n'y a pas un gène qui peut induire la maladie. Toutefois, il y a un ensemble de gènes qui augmentent les risques d'augmenter cette maladie, de développer cette maladie-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on regarde les facteurs génétiques prédisposants, la sclérose en plaques ressemble davantage à d'autres maladies auto-immunes qu'à d'autres maladies neurologiques. Ce qui nous dit qu'en général, la maladie de sclérose en plaques serait une maladie à composante. Donc, les facteurs immunologiques joueraient un rôle important. Donc, la grosse conclusion, c'est qu'il y a plusieurs gènes qui peuvent augmenter ou même il y a des gènes qui pourraient diminuer la susceptibilité et ce n'est pas un seul gène causatif et ces gènes-là sont souvent impliqués dans le système immunitaire. Si je vous compare la sclérose en plaques avec l'arthrite rhumatoïde, il semble que les études génétiques démontrent que ces deux maladies-là ont beaucoup de ressemblances. Toutefois, quand on regarde les succès thérapeutiques, on a des surprises avec ces deux maladies-là. Donc, le dommage, si vous regardez le dommage qui se passe au niveau du système nerveux central chez les patients sclérose en plaques, en haut, le petit neurone avec son oligo en bleu, vous voyez que parmi les thérapies qui fonctionnent, on a entre autres, Dr. Lapierre vous a parlé ce matin des interférons de type 1. Dr. Grandmaison vous a parlé d'une thérapie qui s'en vient, qui est anti-CD20, donc qui cible les lymphocytes B. Toutes ces deux thérapies-là fonctionnent. Toutefois, en sclérose en plaques, quand on a voulu bloquer une autre molécule inflammatoire qui s'appelle le TNF, ça a été le désastre. Malheureusement, les quelques patients qui étaient dans cette étude-là ont eu des poussées plus importantes. Donc, finalement, on n'a pas bloqué, on a plutôt relâché encore plus de réponses, je dirais, délétères. Dans le cas de l'arthrite rhumatoïde, dans ce cas-là, la thérapie qui bloque les lymphocytes B donc, est aussi efficace. La thérapie à l'aide d'interférons de type 1 n'est pas efficace. Et dans cette maladie-là, le blocage du TNF est efficace.
Donc, vous voyez la complexité des maladies auto-immunes. Vous pouvez avoir des thérapies qui fonctionnent. On a l'exemple, c'est 3 thérapies. Une qui fonctionne dans les 2 cas, une dans un cas qui fonctionne et l'autre dans l'autre cas qui ne fonctionne pas. Puis si on regarde dans l'autre maladie, on a complètement l'effet inverse. Donc, ça complique nos études en maladies auto-immunes. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas prendre pour acquis que parce que ça fonctionne dans une maladie que c'est nécessairement applicable dans l'autre. Donc, ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc, les facteurs génétiques, donc, il n'y a pas un seul gène causatif. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des facteurs environnementaux? Donc, ce matin, vous avez entendu parler, donc, je dirais, le virus sur lequel on a porté plus d'attention dans les dernières années, c'est bien entendu le EBV, donc Epstein-Barr virus, qui causerait des infections plus fréquentes et plus actives chez les jeunes patients. Ça pourrait causer une activation aberrante du système immunitaire, c'est encore sous l'étude. Et l'autre facteur environnemental, c'est la vitamine D. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est connu que la vitamine D est un agent qui va contribuer à la régulation du système immunitaire. Donc, si vous avez des bonnes doses de vitamine D, la prise de vitamine D sur les cellules immunes, il y a des récepteurs qui vont percevoir un métabolite de la vitamine D. Et ça va dire aux cellules, entre autres à certains lymphocytes, en disant « Oups, c'est le temps de se calmer un petit peu, on est un petit peu trop laid ». Donc, ça peut diminuer un peu les activations aberrantes. Et est-ce qu'une exposition importante ou, je dirais, adéquate sur une longue période de vitamine D, ça pourrait contribuer à contrôler le système immunitaire, à enlever finalement le côté qui est un petit peu trop excité, qui est un peu trop activé. Quelles sont les stratégies qu'on essaie de développer ou qui sont déjà même en partie déjà développées pour lutter contre la sclérose en plaques? Donc, vous avez ici, en plein centre, donc à gauche, vous avez les cellules immunes, donc vous avez le sang, et à droite, vous avez le cerveau et la moelle épinière. Donc, entre les deux, il faut que les cellules immunes, pour causer des dommages, il faut qu'elles traversent le sang, il faut qu'elles sortent des vaisseaux sanguins et elles entrent dans le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Donc, la première stratégie qu'on utilise, c'est de contrôler les activations aberrantes. Donc, on sait que chez les patients, dans le système immunitaire en périphérie, dans le sang, on est capable d'identifier des niveaux d'activation, des cellules qui sont trop activées par rapport à ce qu'on voit chez des patients sains. Donc, c'est la première stratégie. Donc, on peut agir sur le système en périphérie. C'est entre autres ce que fait, par exemple, les interférons. La deuxième stratégie, ce serait de bloquer l'entrée des cellules aberrantes. Bon, on peut les laisser dans la périphérie, mais si on les empêche d'entrer, finalement, elles ne causeront pas de problème. Donc, c'est un peu aussi la stratégie qui est utilisée, entre autres, pour les patients qui prennent du Tysabri. Et finalement, la troisième stratégie, ce serait de favoriser la réparation du cerveau. Et comme mon collègue de Dr Grandmaison vous a expliqué ce matin, on n'a pas beaucoup d'outils en ce moment qui sont disponibles. Il y a beaucoup de recherches qui s'effectuent, mais ce n'est pas encore, malheureusement, encore disponible pour les patients. Donc, le système immunitaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une armée de cellules très complexes. Ne vous inquiétez pas, on ne passera pas à travers toute la diapo. Il y a beaucoup de choses qui sont indiquées ici. C'est ce que j'ai utilisé cette diapo-là pour vous illustrer que votre système immunitaire, c'est une armée qui possède toutes sortes de soldats et de généraux et de tout ce que vous pouvez penser que vous avez dans une armée. Pourquoi? Pour combattre toutes les infections potentielles que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Est-ce que c'est une infection à parasite? Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un virus? Le système immunitaire est aussi important pour combattre, pour tuer des cellules qui pourraient potentiellement devenir tumorales. Donc, le système immunitaire est très, très, très important et parce qu'il doit patrouiller partout dans différents organes, dans différents endroits, il y a toutes sortes de cellules qui agissent comme des sentinelles dans certains organes, mais aussi d'autres cellules qui patrouillent pour voir qu'est-ce qui se passe. Dans les années 80-90, on croyait que le système immunitaire, particulièrement dans les maladies auto-immunes, on avait développé, on avait compris qu'il y avait 2 types de cellules, les TH1 et les TH2. Les TH1, c'était des cellules inflammatoires, les TH2, c'était des cellules anti-inflammatoires. Et ce qu'on avait compris, c'est qu'en général, les gens qui restent en santé, c'est qu'ils ont une bonne balance entre des réponses TH1 et TH2. Donc, quand c'est le temps de répondre à certains types d'infections, ils sont capables d'activer certains types de lymphocytes pour contrer l'infection. Puis ensuite, ces lymphocytes-là reviennent à la normale. Et dans les maladies auto-immunes, notre compréhension à l'époque, c'était que les cellules TH1 étaient trop activées, trop importantes en nombre et trop importantes en activation, et qu'il y avait un débalancement, donc qui manquait de cellules TH2. Et les stratégies, c'était, essayons de ramener, donc d'immunomoduler, de ramener la balance plus à la normale. Donc, au lieu d'avoir trop de réponses TH1, on va ramener vers une réponse plus équilibrée entre TH1 et TH2. Et c'était la première génération d'immunomodulateurs que vous connaissez. Dans les dernières années, on s'est rendu compte que malheureusement, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça dans les réponses immunes. Il y a une troisième population qu'on a définie comme étant des TH17. Ce sont des cellules de lymphocytes aussi, mais qui sécrètent d'autres types de cytokines, donc qui ont des propriétés différentes et qui est aussi inflammatoire. On s'est rendu compte que dans des modèles animaux, entre autres, les 2 populations, autant les TH1 et les TH17, peuvent
induire la maladie. Mais ce qui est aussi intéressant de plus en plus, c'est qu'on commence à mieux comprendre que certaines cellules, certains lymphocytes T vont induire peut-être plus une maladie au niveau de la moelle épinière ou dans le tronc cérébral, et d'autres vont induire plus une maladie dans le cerveau. Et on commence à disséquer ces différences-là, puis essayer de comprendre pourquoi, par exemple, certains patients auraient plus de lésions dans certaines régions, et pourquoi du cerveau, par exemple, et d'autres auraient plus de lésions au niveau de la moelle épinière. Donc ça, c'est ce qui est en cours. Mais là, on s'est rendu compte que là, on faisait des études, on pensait, oui, bon, maintenant, c'est bien, c'est soit TH1, TH17, puis on s'est rendu compte que c'est un petit peu plus compliqué parce que des cellules qui vont adopter les deux profils, finalement, qui vont aller chercher, qui vont produire un peu des médiateurs des deux. Et on s'est rendu compte qu'un médiateur qu'on appelle GM-CSF est produit par les deux, par TH1 et TH17, et que c'était finalement un des médiateurs immuns qui était vraiment clé pour causer la maladie. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est qu'il y a des tests cliniques pour essayer de bloquer ce qu'on avait traditionnellement, on essayait de diminuer les réponses TH1. Maintenant, il y a des essais cliniques en cours en ce moment pour essayer de bloquer aussi les TH17 et de bloquer aussi ce nouveau facteur qu'on a identifié, GM-CSF, qui semble être impliqué autant quand c'est les TH1 que quand c'est les TH17 qui pourraient contribuer à la pathologie. Ce qui m'amène aussi à vous dire que si on pouvait aussi mieux caractériser les patients au niveau de leur profil immunologique, ce qu'on souhaite dans le futur, on l'espère pas trop lointain, si je prenais vous allez voir votre neurologue, vous avez votre diagnostic et finalement, avant de décider quelle thérapie il doit vous suggérer en priorité, s'il pouvait avoir un profil immunologique plus intéressant, savoir est-ce que votre réponse est plus TH1 ou plus TH17, ça pourrait le guider dans votre discussion avec vous pour savoir quelle thérapie prendre. On s'est rendu compte, entre autres, que dans les réponses à l'interféron, il semble qu'il y a des groupes qui ont suggéré qu'il y avait des différences au niveau des profils des patients. Les patients qui étaient plus TH1 ou plus TH17 ne répondaient pas de la même façon à l'interféron. Donc, si on pouvait mieux cibler le profil immunologique de quelqu'un en disant, bien, chez cette personne-là, le médicament qui risque de mieux fonctionner, ce serait plutôt celui-ci plutôt que l'autre. Déjà, on éviterait peut-être des essais qui sont parfois, je dirais non, qui ne sont pas porteurs de succès. Parfois, vous devez vous rendre à deuxième ou troisième thérapie différente pour avoir des impacts importants sur le développement de votre maladie. Donc là, je vous ai parlé des lymphocytes T CD4. Mais là, l'histoire se complique encore un peu plus parce que là, on a un autre joueur dans l'armée qui s'appelle les CD8. Et juste pour vous dire, moi, mon laboratoire s'intéresse beaucoup aux petits CD8. Donc, on sait que, encore une fois, vous avez des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques qui jouent ensemble, qui font en sorte que certaines cellules, certains lymphocytes deviennent plus activés. On savait qu'il y avait des CD4 impliqués. On a aussi montré qu'il y avait des CD8 qui étaient impliqués. Et ces deux types de populations-là peuvent traverser les vaisseaux sanguins dans votre cerveau et entrer dans puis aller attaquer finalement les oligodendrocytes et les neurones. Ce qu'on s'est rendu compte, on est capable d'avoir des modèles animaux qui sont médiés soit plus, comme je disais tout à l'heure, soit plus par des TH1 ou plus par des TH17 ou aussi maintenant aussi plus par des CD8. Donc, la complexité et la diversité qu'on observe chez les patients, on est partiellement capable de le reproduire dans des modèles animaux. Et récemment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en science, parfois, on aimerait ça pouvoir mettre toutes les petites choses dans des petites boîtes, puis que ce soit comme c'est blanc, c'est noir, c'est bleu, mais c'est pas comme ça. Alors, on s'est rendu compte que, oui, il peut y avoir les CD4 qui jouent un rôle et les CD8, mais on s'est rendu compte que finalement, les deux groupes de soldats n'agissent pas de façon individuelle, mais collaborent ensemble pour causer la pathologie. Donc, il y a peut-être une population qui va être plus importante pour faire la première vague d'attaque, puis l'autre, c'est comme si vous avez les soldats qui rentrent en premier dans le champ de bataille, puis là, finalement, il y a quelqu'un qui lance un cri de trompette, puis là, la deuxième vague de soldats arrive. Donc, c'est un peu comme ça, finalement. Donc, il y aurait une collaboration pour causer encore plus de dommages. Vous avez entendu parler ce matin aussi des thérapies qui ciblent les lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B, ce sont vraiment les cellules qu'on active quand on vous vaccine. Quand on vous dit que vous avez des bons anticorps contre tel vaccin, c'est que finalement, c'est les cellules qui ont la capacité de devenir des usines à produire des anticorps. Donc, on sait que ces cellules-là sont importantes dans le système immunitaire pour produire des anticorps qui vont être protecteurs. Et on sait que leur rôle en sclérose en plaques, donc on sait que la production d'anticorps pourrait être un rôle, mais on sait de plus en plus maintenant que ce n'est pas nécessairement sur cet aspect-là qu'on joue quand on bloque les lymphocytes B, mais plutôt sur d'autres fonctions des lymphocytes B. Donc, particulièrement, les lymphocytes B seraient des cellules qui participent à activer les autres cellules, soit les lymphocytes T, par exemple, ou encore les macrophages. Donc, c'est comme si vous avez imaginé une espèce de boulier où les boules se cognent les unes sur les autres pour s'activer. Là, dans le boulier qui descend parce que les boules se cognent les unes sur les autres pour activer finalement votre machine à boules, si vous enlevez une des boules centrales, oups! Le boulier s'arrête de couler parce que finalement, il ne peut pas continuer à activer la reste de la cascade. Donc, en enlevant les lymphocytes B, c'est possible qu'on enlève finalement un des joueurs qui permet d'interagir avec les autres cellules du système immunitaire pour les activer davantage.
Donc, les essais en clinique sont prometteurs qui ciblent les lymphocytes B, comme a mentionné le docteur Grandmaison ce matin. Donc, on a parlé de ce qui se passe en périphérie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut que les cellules du système immunitaire, pour pouvoir aller attaquer le système nerveux central, doivent traverser le vaisseau sanguin, donc la barrière immuno-encéphalique. Et vous avez ici en bleu, imaginez le flot sanguin qui coule, et en bas, vous avez en gris, où c'est verdâtre, plus vers le bas, c'est que vous avez le parenchyme du cerveau, donc ce qui est à l'intérieur de votre cerveau. Comme vous voyez ici, vous avez une petite cellule qui doit d'abord s'arrêter, freiner, voir qu'est-ce qui se passe, puis décider de traverser dans le vaisseau sanguin. On s'est rendu compte en sclérose en plaques que c'était très efficace de freiner la maladie en bloquant l'entrée des cellules au sein du système nerveux central. D'où le succès que Dr Lapierre vous a parlé ce matin, du succès de la thérapie de Tysabri. Tysabri, ce que ça fait, c'est que les lymphocytes T utilisent 2 clés principales en général pour entrer dans tous les organes. Et une des clés qui est utilisée par les cellules, qu'on appelle une intégrine, la alpha-4 bêta-1, est bloquée par le Tysabri. Ce faisant, si vous enlevez une des clés pour les cellules pour entrer, bien, finalement, elle n'entre plus. C'est ce qui se passe avec le Tysabri. Toutefois, le Tysabri ne discrimine pas si c'est une cellule régulatrice, si c'est une cellule qui peut réguler, ou une cellule qui pourrait aussi être, je dirais, néfaste, ou une cellule qui pourrait être plutôt, je dirais, protectrice. Donc, il ne fait pas de discrimination. Et donc, le Tysabri bloque la migration de plusieurs globules blancs qui peuvent être bénéfiques ou néfastes. Et il faut faire attention à certaines infections, comme l'a discuté ce matin Dr Lapierre avec l'infection du virus JC. Je peux vous dire qu'en ce moment, il y a des recherches très intéressantes qui se font. En fait, c'est le laboratoire qui est de mon voisin, le laboratoire du Dr Alexandre Prat, qui travaille sur d'autres molécules. Donc, au lieu d'utiliser la clé que toutes les cellules utilisent pour entrer, est-ce qu'on pourrait être plus chirurgical? Est-ce qu'on pourrait aller cibler seulement certaines molécules que les cellules utilisent, qui sont exprimées seulement sur des cellules, je dirais, hyperactivées, pour entrer dans l'organe? Donc, au lieu de bloquer l'entrée de tout le monde, peut-être qu'on va plutôt cibler des cellules particulières qui, elles, causent le dommage. Et les molécules sur lesquelles travaille mon collègue, MCAM et ALCAM, sont des molécules d'adhésion, donc des molécules que les cellules utilisent pour toucher à l'endothélium, donc au vaisseau sanguin, avant d'entrer. Et en ce moment, il y a des recherches qui sont intéressantes et ça pourrait mener à un raffinement des thérapies. Donc, bloquer la migration de la périphérie vers l'organe, vers le système nerveux central, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien, on l'a vu avec Tysabri. Toutefois, est-ce qu'on pourrait raffiner cet outil-là pour justement éviter les problèmes potentiels d'infection? Donc, ça ne sort pas très bien. Donc, la sclérose en plaques est une maladie que vous savez progressive. Donc, la première phase, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, vous avez la forme, je m'excuse, je suis désolée parce qu'il y a un transfert de couleur, puis là, je vois que ça... la forme de sclérose en plaques qu'on appelle au début, quand les patients ont le premier événement démyélinisant, donc en anglais, on appelle ça le CIS, c'est souvent au moment où les patients ont eu leur première détection clinique. Ensuite, il y a la forme cyclique et ensuite, il y a la forme secondaire progressive chez chez une grande partie des patients. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a la dégénérescence axonale qui se passe, donc déjà dès le début. Et on sait aussi qu'il y a quelques années, ce qu'on pensait, c'est que l'inflammation était multifocale surtout au départ, puis que la dégénérescence était surtout durant la deuxième phase de la maladie. Et on s'est rendu compte que finalement, ce sont des mécanismes concomitants. Ce sont l'inflammation et la dégénérescence sont des mécanismes qui ont cours tout au cours de la maladie, pas seulement au début ou en fin. Ce que je voudrais aussi vous mentionner, ça c'est juste une image pour me rappeler de vous parler que dans les dernières années aussi, on a développé beaucoup de modèles animaux nouveaux. Donc ça, c'est le modèle traditionnel de ce que Dr Lapierre vous a parlé ce matin, l'encéphalomyélite auto-immune expérimentale. Donc vous avez ici à droite l'espèce de score clinique qu'on utilise. Donc les souris développent une paralysie ascendante. Ça commence avec la queue, puis finalement les petites souris, comme vous voyez, deviennent partiellement paralysées ou totalement paralysées. Et dans certains modèles, on est capable de reproduire l'effet cyclique chez les souris. Donc, vous avez dans le graphique en bas à gauche, vous voyez les scores cliniques qui montent et qui descendent, un peu comme on voit chez les patients. Donc, ça, c'est le modèle traditionnel. Mais je voulais juste vous informer qu'il y a beaucoup d'autres modèles qui sont en ce moment utilisés. Puis vous allez voir que mon collègue Serge Rivet va vous présenter d'autres modèles que lui utilise, qui sont très, très pertinents. Donc, qu'est-ce qu'on sait au niveau de l'inflammation de la neurodégénérescence? On sait que l'inflammation, c'est quoi? C'est l'infiltration de cellules immunes. Ça produit des molécules inflammatoires. Donc, ça crée, je dirais, le côté... le champ de bataille. La neurodégénérescence, c'est la destruction des neurones et des axones. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un continuum des mécanismes. Il y a autant l'inflammation et ou la neurodégénérescence. Ce n'est pas deux mécanismes séparés. C'est aussi important pour nous de comprendre et de stopper ces deux mécanismes-là le plus tôt possible dans la maladie pour éviter que des
des pertes chez les patients de façon chronique et importante. Donc, les nouveautés, je vous ai parlé des facteurs génétiques qu'on a identifiés, les facteurs environnementaux qu'on est en train d'essayer de mieux comprendre comment ces facteurs environnementaux jouent avec la susceptibilité génétique. On a identifié des nouvelles populations de cellules immunitaires impliquées, des nouveaux facteurs aussi qui sont impliqués, les mécanismes concomitants, inflammation, neurodégénérescence. Et bien entendu, dans le futur, ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est dans les essais cliniques, essayer de voir est-ce qu'au lieu de bloquer complètement l'entrée des cellules comme on fait avec Tysabri, est-ce qu'on pourrait arriver avec des thérapies qui sont encore plus raffinées? Et l'autre aspect, bien entendu, c'est de mieux connaître ou de mieux faire un profil des patients pour essayer de mieux comprendre quels patients répondent à mieux à telle thérapie. Et ça va devenir d'autant plus important peut-être dans le futur parce que le nombre de thérapies disponibles s'agrandit. Donc, j'imagine qu'il n'y a personne qui voudrait dire on va les mettre dans un chapeau puis on va piger celle qui va sortir du chapeau pour décider quelle thérapie on doit prendre parmi toutes celles qui sont disponibles. Est-ce qu'on pourrait outiller davantage les neurologues avec des outils intéressants? Donc, juste un petit rappel. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que oui, quand vous regardez des cartoons comme ça, c'est très, très compliqué. Il y a beaucoup de cellules, il y a beaucoup de mécanismes immunologiques. Moi, je suis plutôt le genre de personne qui regarde un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, imaginez-vous que finalement, chacune des molécules et chacune des cellules qu'on voit dans le système nerveux central, ça peut devenir une potentielle cible thérapeutique. Donc, c'est ça notre but, c'est de ne pas rendre les choses plus complexes qu'elles le sont parce qu'elles le sont déjà suffisamment, mais de peut-être plutôt regarder en se disant, bien, finalement, est-ce qu'on pourrait agrandir la palette ou le nombre de molécules qu'on peut utiliser pour contrer cette maladie-là. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vais passer le micro à mon collègue.